Bien, chers amis, dans le cadre des rendez-vous de l'Histoire 2020, l'association France-États-Unis de Loir-et-Cher est heureuse d'accueillir Jean Lucas à l'occasion de la sortie nationale de son livre intitulé « La facture », l'Amérique 2. La facture, et avec comme sous-titre « Le monde peut-il encore faire confiance à l'Amérique ?» Alors avant de commencer cette interview, quelques mots sur Jean Lucas. Jean Lucas est journaliste et animateur de radio. C'est une voix que vous connaissez certainement. Dans les années 80, il est correspondant à Washington pour France Inter. Puis, à son retour en France, il prend la direction de France Inter de 1999 à 2004. Et en 2008, il suit la campagne présidentielle américaine pour Charlie Hebdo. L'année suivante, il est nommé à la tête de Radio France, poste qu'il occupe jusqu'en 2014. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur les États-Unis et son dernier livre sort dans quelques jours, exactement le 13 octobre pour être précis, et donc en avant-première, nous l'avons en tout cas sur la table et vous pourrez le feuilleter tout à l'heure et avoir éventuellement une dédicace si vous le souhaitez. Aussi, découvrons sans tarder l'Amérique telle que Jean Lucas l'aperçoit aujourd'hui. Et donc ma première question est toute simple, Jean-Luc. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre dernier ouvrage ? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais d'abord savoir s'il y a des citoyens américains dans la salle. Non mais le micro, oublions les micros. Ouais. Donc, je vais essayer de parler plus fort. Oui, je voulais d'abord savoir s'il y avait des citoyens américains parmi vous. Oui, non, oui. J'en conclus que non. Bon. Ça me désole, mais en même temps, ça me rassure parce que peut-être qu'ils ne seraient pas très ravis de la teneur du livre ou du propos du livre. Je voudrais préciser tout de suite que je suis un grand admirateur de l'Amérique, pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles, pour des raisons très personnelles aussi, parce que j'y ai vécu longtemps, et que c'est évidemment cet ouvrage très critique vis-à-vis de l'actuelle administration américaine n'est pas synonyme de détestation des États-Unis, bien au contraire, parce que je pense que c'est pas facile de parler avec un masque, mais je vais faire ce que je peux, et je ne sais pas si vous m'entendez. Je peux l'enlever ? Ah, je vous remercie. Franchement, je vous remercie. Et oui, donc en fait, c'est un petit message d'amour et d'alerte vis-à-vis de ce pays que j'aime vraiment beaucoup. J'y ai travaillé, moi, dans les années, pendant 10 ans, de 1980 à 1990. Puis je connaissais le pays avant, puis j'y retourne souvent parce que ma fille est américaine. Et j'ai vu se déliter quelque chose que j'aimais beaucoup. Et je dis toujours, et c'est un cliché, mais ça fait rien, les clichés disent des vérités aussi, de mon point de vue. J'ai toujours pensé que l'Amérique, c'était une idée. Et c'est une merveilleuse idée de gens qui sont partis d'un peu partout, notamment du continent européen, pour échapper à la tyrannie, à l'intolérance, un attachement profond à la liberté, et ils ont eu cette idée de faire ce pays. Ça n'a pas été simple, il y a eu la guerre d'indépendance, il y a eu la guerre civile, puis il y a d'autres guerres larvées, notamment mentales, qui se prolongent dans ce pays. Vous êtes tous au courant de l'actualité, bien sûr, qui concerne les États-Unis. Et donc, je me souviens, on en parlait ce matin lors d'un débat, on m'a demandé ce que je pensais de Ronald Reagan. Et donc, ce n'était pas tout à fait mes idées, enfin, je ne suis pas un homme conservateur, et je pense que, voilà, toutes les sociétés doivent évoluer, surtout quand elles sont confrontées, comme aux États-Unis, à des problèmes anciens, la violence, les difficultés interraciales, la dureté de ce pays. Mais au moins avec leur ambition commune de faire nation, et ils ont réussi à faire ça magnifiquement. On leur doit tellement de choses en plus, dans les moments très périlleux de notre histoire, que rien ne m'agace plus que l'anti-américanisme. Mais pour en revenir à Ronald Reagan, donc cet homme qui incarnait une Amérique très conservatrice, c'était la classe. Ce type, si je puis parler ainsi familièrement, avait une élégance, avait un respect des institutions, même si il y avait sa zone grise et noire, notamment dans sa politique en Amérique centrale, mais toujours les États-Unis ont eu à cœur leurs intérêts, même quand c'était d'une façon qu'on peut réprouver vraiment fortement, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique centrale précisément. Mais il y avait cette espèce d'élégance d'un président américain, c'est-à-dire quelqu'un qui est président de tous les Américains, qu'ils soient démocrates ou républicains.
Et il avait une façon de le faire, il avait une façon d'exprimer, il avait une autorité. Encore une fois, j'insiste, je n'étais pas un admirateur de la politique des États-Unis à cette époque, mais en tout cas, il gouvernait son pays. Il y a eu des crises, il y a eu des moments difficiles, il y a eu une certaine dureté qui s'est exprimée sur le plan social ou économique, mais ça fait rien. Les Américains, de mon point de vue, on ne me demande pas de voter aux États-Unis, moi hélas, mais de mon point de vue, les Américains étaient fiers de leur appartenance à cette nation. Quand je retourne aux États-Unis, après 4 années de Trumpisme, je ne retrouve pas du tout cette atmosphère. Il y a une intolérance, il y a une crise vraiment, une crise morale dans ce pays qui me fait peur vu les attaches que j'ai pour ce pays. Et surtout parce que nous dépendons tous, ici présents, ailleurs, dans le département d'à côté, au Zimbabwe, en Iran, en Inde, en Chine, en Allemagne, on dépend tous de ce qui se passe dans le bureau ovale. Je sais que c'est mal vu, cette position, notamment en France, parce que quand même, on est un grand pays et on ne dépend de personne, c'est faux. Et l'histoire encore nous l'a prouvé de façon très tragique à 2 reprises. On doit se préoccuper, enfin il faut, oui, on ne peut pas y faire grand-chose, mais en tout cas on doit essayer de comprendre ce qui se passe dans ce pays dont on dépend beaucoup. Et je dis aussi toujours que les questions qu'on se pose aujourd'hui, les Américains se les sont posées il y a 4 ans et ils ont trouvé une réponse qui ne me satisfait pas, mais qui peut les satisfaire, et que ça nous pend un peu au nez. Qui aurait pu croire il y a 4 ans que Donald Trump non seulement deviendrait président, mais qu'il aurait cette attitude générale, ce comportement et cette façon de faire face ou de ne pas faire face à des crises majeures. C'est, de mon point de vue, encore une fois, je précise bien que je dis toujours aussi que j'ai autant d'amis démocrates que républicains aux États-Unis. Il n'y a pas de bons et de mauvais Américains, mais il y a des gens qui sont partis dans une direction qui n'est même pas idéologique d'ailleurs, qui est une réaction identitaire, qui est une réaction de peur, ou qui est une réaction d'égoïsme. Et tout ça fait que je trouve que ce pays est au bord de la guerre civile mentale, dans les têtes, hein, on ne va pas exagérer le traumatisme que vit ce pays, mais il y a un traumatisme. Les conversations qu'on a aux États-Unis aujourd'hui sont farouches. Je veux dire, c'est des sujets dont on ne parle plus à table. Si on va déjeuner avec quelqu'un qui a voté Trump et l'autre qui a voté Hillary Clinton il y a 4 ans et qui s'apprête à voter pour Biden, on ne parle pas de politique, sinon ça se termine mal. Je veux dire, c'est irréconciliable. Or, mon expérience de l'Amérique, j'y suis arrivé, j'avais 28 ans, c'était justement un pays où on pouvait parler de tout. Pardonnez-moi, j'ai mal à la gorge. C'est pas parce que je suis malade, hein, c'est parce que j'ai tellement parlé depuis ce matin que j'en peux plus. On va vous apporter non, c'est bon. Mais non seulement ça me fait de la peine, mais ça m'alerte, ça m'inquiète, et ça inquiète quand même la moitié des Américains aussi, de regarder l'état psychologique du pays. Et je n'en reviens toujours pas qu'on s'habitue. C'est-à-dire, je crois que c'est Sénèque, je ne voudrais pas jouer les pédants, hein, parce que je ne me souviens même plus de la citation, mais j'avais lu ça quelque part. Sénèque disait, c'est bizarre, il ne le disait pas comme ça, c'est tout de même bizarre que le peuple s'habitue à l'indécence. Et je crois que c'est vrai. Alors c'est lié à notre époque, à la technologie d'aujourd'hui, aux réseaux sociaux, au fait qu'on n'a pas confiance dans les médias, etc., que tout va vite, trop vite, beaucoup trop vite. On s'est habitué. On a entendu depuis 4 ans des choses que j'avais jamais entendues aux États-Unis. Que le président nord-coréen était un bon copain et qu'il ferait bien de transformer ces plages comme la Floride pour accueillir des touristes. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu un président des États-Unis demander à quoi ça sert une bombe atomique. Je ne sais pas, même un enfant à l'école comprend que s'il a une bombe atomique, on ne va pas l'embêter, quoi, en gros. Sinon, c'est la destruction mutuelle assurée. J'ai jamais entendu un président dire une épidémie, c'est une grippette, ça a déjà fait 4 fois le nombre de morts de la guerre du Vietnam. Est-ce que cet homme est irresponsable ? J'ai jamais entendu dire buvez de l'eau de Javel pour vous soigner. J'ai jamais entendu dire il faut arrêter les tests parce que plus on teste, plus on trouve de cas. Et quelqu'un disait c'est comme si on arrêtait de faire des mammographies, il y aura moins de cancer du sein. J'ai jamais entendu toute cette avalanche de non-sens, d'incohérence,
de brutalité aussi. Et la moitié des Américains ne pensent pas comme moi. Ils sont chez eux, ils ont bien raison de penser comme ils veulent, et qui suis-je pour avoir un jugement? Mais il n'empêche que je me sens dépendant de l'Amérique. Et donc, ça me touche, ça me concerne, ça m'inquiète. Et je ne vois pas trop, en plus, une sortie facile du tunnel, parce que Trump, il n'est pas arrivé là par hasard, même si moi, j'ai rien compris au film, mais je n'étais pas tout seul. La preuve, j'avais écrit une biographie très élogieuse d'Hillary Clinton, qui est sortie 15 jours avant l'élection de Trump. Donc les libraires ont renvoyé les livres, ils ont bien fait. Mais bon, pour vous dire, si on se trompe, c'est un pays compliqué, c'est un pays qu'il faut sentir différemment. Et ça a été une leçon d'ailleurs pour tous les gens qui pensent savoir quelque chose et qui se trompent, quoi, dont moi, dont vous sûrement, enfin, où il arrive à tout le monde de faire une très mauvaise analyse des situations. Ça veut dire de ne pas comprendre ce qui se passe en Amérique. Et donc ça m'a servi de leçon pour essayer de comprendre pourquoi Trump était devenu président. Et ça ramène à quelques mauvais coins des États-Unis, c'est-à-dire certains nuages qui planent depuis le début sur les États-Unis. Je pense notamment aux affaires raciales. Je pense à l'influence d'une religion qui est un peu dévoyée. Vous entendez parler des évangéliques. On se demande pourquoi ils se passionnent et qu'ils vont voter en bloc pour un homme qui trompe sa femme, qui considère les femmes comme des bestiaux. Enfin, je veux dire, je ne peux pas comprendre, moi qui suis de culture catholique, je ne peux pas comprendre, mais enfin, je ne suis pas américain encore une fois. Donc, essayer au moins de se rendre compte de pourquoi c'est arrivé et pourquoi ça risque d'arriver encore dans 15 jours. Et avec les conséquences qui seront autrement plus graves dans 15 jours qu'il y a 4 ans. Parce que Trump a déjà répété qu'il n'était pas évident qu'il respecte le vote de ses concitoyens. Ce qui est aussi une hérésie que je n'ai jamais entendue. Même Nixon, en 1960, il avait gagné un tout petit peu du vote populaire, si j'ai bonne mémoire, sur Kennedy, mais il n'a pas contesté le résultat du vote. En futur homme d'État, Dieu sait que ce n'était pas un ange, celui-là. On l'appelait l'ange des ténèbres, d'ailleurs. Mais il a dit non, je ne conteste pas, ça serait un coup porté aux institutions et à la paix civile aux États-Unis. Et on n'était pas du tout dans cette situation d'aujourd'hui. C'était il y a 60 ans. Donc, tout ça m'a contraint de m'interroger sur les choses. Et je fais référence depuis quelque temps à un article que j'ai lu dans le New York Times, que je cite dans le livre d'ailleurs, mais j'ai oublié, il faudrait que je consulte, j'ai oublié le nom du reporter du Times qui avait écrit ce papier assez brillant qui était adossé à des études très sérieuses de l'Université de Chicago. Et il disait, voilà, Trump a gagné parce que on vient de découvrir l'épidémie du coronavirus aux États-Unis. Je pense que c'était au mois de mai qu'il avait écrit ça. Et on voit déjà les dégâts. Et donc, ça reflète l'état de la société américaine. C'est-à-dire que vous avez un tiers des gens qui sont protégés. Un tiers des Américains est protégé pour des raisons sociales, financières. Ils sont éduqués, ils gagnent bien leur vie, ils sont connectés. Ils ont tout un réseau familial et professionnel qui fait que rien de catastrophique ne va leur arriver. Au fond, ils se soutiennent, ils se comprennent. Et pour eux, le virus, c'est une nuisance. On ne peut plus aller jouer au golf comme on veut. Les restaurants sont fermés ou c'est compliqué. On voit bien que c'est compliqué, etc., etc. Mais au fond, ce n'est pas très grave. En revanche, il y a 2/3 des Américains qui rament, et qui rament dur. Eux, ils n'ont pas profité des taxes fiscales qui concernent que 1% des Américains les plus riches. Je ne fais pas du socialisme à la noix en disant ça, c'est un fait. Et donc ceux-là, ils en ont marre, quoi. Non seulement ils seront une minorité blanche dans pas longtemps, dans 20, 25 ans, donc ils ont un problème identitaire avec ça, après 8 années de Obama, et en plus, nous, on n'est pas protégés. Et les élites sont protégées. Il faut détester les élites. Quand j'étais petit à l'école, je ne sais pas pour vous, mais on me disait que les élites, c'était les meilleurs, et qu'il fallait essayer, par le mérite, de faire partie des élites. Il n'y avait pas cette détestation des élites, quoi. Mais en même temps, on peut comprendre psychologiquement ce problème. On peut comprendre que des gens
qui souffrent, qui ont peur pour leur identité, qui ont peur pour leur avenir, pour leur mode de vie. Voilà. Alors, la plupart des présidents responsables essayent de réunifier tout ça, de faire un peu de pédagogie dans la politique. C'est-à-dire, c'est l'assurance santé, par exemple. On va essayer d'aider les gens les plus précaires. On a vu ce que ça donne, Obamacare. C'est le premier truc qu'il a essayé de supprimer, sans y parvenir d'ailleurs pour l'instant, parce qu'heureusement, il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis, il y a notamment le Congrès. Mais on peut comprendre la psychologie des gens qui se sentent précaires et qui finissent par gober n'importe quoi et qui discutent plus. C'est-à-dire, c'est plus une réflexion politique pour ou contre tel argument, c'est il y en a marre un peu de cette Amérique qui était incarnée par Hillary Clinton, pas forcément, enfin, un peu à juste titre d'ailleurs. Trump leur raconte ce qu'il veut et ils sont habitués, ils sont désensibilisés du débat politique. Alors on dit, est-ce que c'est la faute des partis ? Moi je pense que le Parti démocrate a une énorme... J'y vais un peu en vrac, hein, mais je répondrai à vos questions si je peux. Il répond à toutes mes questions, alors j'ai rien à dire. Oui, non, mais enfin, je suis désolé. Non, mais c'est pour remettre un peu... Puis ils ont peut-être faim, c'est... Non, c'est prévu comme ça, vous inquiétez pas. Oui, mais on va avoir faim à un moment quand même, donc j'essaie d'abréger, puis je suis là pour tenter de répondre à vos questions, mais le Parti démocrate s'est écarté des travailleurs. C'est devenu vraiment un parti qui a fini par prôner le socialisme. Bernie Sanders, quelle erreur stratégique, et ça fait quand même 2 fois qu'il nous fait le coup. Donc, ils ont une responsabilité entre eux, ils n'ont pas offert, il n'y a pas d'offre politique acceptable pour le middle of the road, les gens qui en bavent pour travailler, pour éduquer leurs gosses et s'acheter une maison. Donc, il y a ça. Et puis, il y a eu tous les mensonges de Trump. Et ce qui est formidable avec Trump, c'est qu'il peut dire n'importe quoi, tout le monde s'en fout, le ridicule ne tue pas, et on s'est désensibilisé. D'ailleurs, c'est pas un crétin, hélas, ça serait plus simple. C'est un stratège. Il s'est dit, voilà, il y a les réseaux sociaux, les algorithmes, je vais utiliser tout ça, je ne m'adresserai qu'à ma base d'ailleurs, puis les autres vont se fatiguer. Et c'est vrai que les gens se fatiguent. Il y a une excellente presse aux États-Unis, quoi qu'on en dise, et même s'ils sont jetés comme un chien sur un bout de viande sur Trump après son élection, ils ont raison. Enfin, de mon point de vue, mais c'est un peu... je prêche pour ma boutique, là, vous voyez. Mais ils ont laissé tomber au bout d'un moment, malgré leur hargne anti-Trump, parce que s'il y a 5 messages frauduleux ou mensongers par jour sur Twitter, les journaux ne font pas 400 pages. On ne va pas se jeter sur toutes les nouvelles pour les démentir et pour enquêter dessus. Donc il a toujours un train d'avance et il l'utilise sans vergogne, sans se préoccuper. Ça ne compte pas. La vérité ne compte pas. J'oublie sa personnalité extrêmement dérangeante, son comportement, son inélégance, son inculture. Mais il a trouvé la voie sacrée pour tenter de rester au pouvoir et déjà pour devenir président. Qu'est-ce qui vous dit que ça ne se passera pas en France dans 2 ans ou dans 7 ans ? Qu'est-ce qui vous dit ça ? Un type ou une femme qui se met à mentir constamment, et puis il y aura toujours une oreille pour trouver que, même si c'est un mensonge, c'est pas grave. Hier ou avant-hier, il a dit le contraire, c'est pas grave, etc., etc. Donc c'est un phénomène qui est vraiment intéressant. Trump, il a inventé, c'est pas lui qui a inventé ça d'ailleurs, mais Nixon avait commencé, il faut un ennemi. Et l'ennemi, alors c'est soit à l'extérieur, la Chine ou l'Iran, soit c'est à l'intérieur, c'est les gauchistes démocrates. Les démocrates, j'en connais des centaines, ils sont pas plus... je les trouve pas vraiment gauchistes, c'est pas Mélenchon, vous voyez. Donc, mais est-ce que Mélenchon est gauchiste ? Je ne sais pas. Je n'ose pas m'aventurer sur le terrain français, déjà, c'est assez de soucis comme ça. Mais il n'y a plus d'arguments, il y a de la polémique. C'est-à-dire, vous créez une polémique et puis c'est tout. Il n'y a pas d'argument. Je ne sais pas si vous avez eu le courage de vous lever pour le débat la semaine dernière. À 3h du matin. Oui, ce que j'ai fait à tâtons. Et c'est décourageant. Je veux dire, c'est absolument décourageant. C'est comme si vous vous engueuliez dans un bar avec un poivreau.
Et puis ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat. Donc il a annihilé le débat. Et même le vieux Joe Biden, qui est un homme très pondéré, très posé, il a fini par lui dire de la fermer. J'ai au président des États-Unis. Même en France, on n'en est pas encore là. Encore que de temps en temps, on le frôle. Mais je regardais là, le jeune Macron discuter avec du personnel hospitalier. Je me dis, bon, si que j'étais président de la République, ce qu'à Dieu ne plaise, je ne me lancerais pas dans ce genre de communication, enfin, même si c'était avec de bonnes intentions, quoi. Et donc, je vais arrêter là d'ailleurs, mais je voudrais vous signaler qu'après l'élection de Trump, il y a eu un congrès de psychiatres et de psychanalystes à l'université de Yale. 700 professionnels, et pas des moindres, il y avait quelques pointures là-dedans, et ils ont conclu que ce type était psychopathe, et que ça s'aggravait, et que ça s'aggraverait fatalement avec le temps. Et moi j'ai relu il n'y a pas très longtemps les minutes de ce congrès, et je vous jure que ça fout la trouille. C'est-à-dire que vous vous dites, il y a quelques très bons psys, très bons praticiens aux États-Unis. Alors ils précisent que comme ils n'ont pas examiné le patient, déontologiquement ils n'ont pas le droit de dire voilà, chers concitoyens, il faudrait faire enfermer ce type et puis le soigner. Parce qu'il y a une jurisprudence Goldwater. On avait dit que Goldwater, qui avait été candidat contre Johnson en 64, vous savez qu'il voulait manier la bombe atomique, ce qui était faux d'ailleurs comme procès qu'on lui avait fait. Des psys avaient dit il est dingue. Et donc, je me souviens plus quelle juridiction avait dit ça, messieurs, chers médecins, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et donc, vous n'avez pas le droit, sans avoir examiné un patient, de délivrer un diagnostic. Mais quand même, ils l'ont fait. Et le plus grave, c'est que même sans antipathie pour Trump, prononcé comme moi, vous regardez, vous suivez, vous dites ça va mal finir. Un deuxième mandat. Qu'est-ce qu'il va faire contre l'Iran? Moi, je ne plaide pas pour l'Iran, hein. Les ayatollahs, c'est pas mon truc. Mais enfin, quand même, on parle de choses graves. Enfin, les Iraniens sont des êtres humains. Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire pour les amener. D'ailleurs, Obama et puis les Européens avaient quasiment réussi. Comment voulez-vous, si vous êtes iranien et fier de l'être, et c'est une plus vieille civilisation que la nôtre et bien plus vieille que celle des États-Unis. Je veux dire, on ne peut pas mépriser des parties du monde qui ont tant apporté à l'humanité. Donc, il va faire des câlins au Nord-Coréen qui est fouellier et qui continue sa bombe atomique. Donc, le message, c'est, vous voyez, j'ai une bombe atomique, je risque plus rien. Donald Trump, l'Amérique, me fait des câlins. Et qu'est-ce que vous pensez que les ayatollahs et autres mollahs pensent quand ils voient ça? Qu'ils ont intérêt à avoir vite fait une bombe atomique? Et qu'en pense Israël? Ça ne va pas être possible. Et qu'en pense l'Arabie Saoudite? Et qu'en pense... C'est pas loin tout ça. En plus, c'est notre pétrole. Enfin, notre pétrole, je veux dire, c'est de là qui vient, à la différence des États-Unis. Donc, tout est entremêlé complètement. Et il n'y a qu'un truc qui me sidère, c'est la relation entre l'Amérique et la Russie. C'est une relation qui est totalement floue, qui est totalement comme si Trump était prisonnier, j'exagère, hein, je ne fais pas un roman d'espionnage là, mais était prisonnier peut-être mentalement de Poutine, qui a une force de caractère et une intelligence qui, à mon avis, peut-être pas pour le bien de la planète, mais supérieure à celle de Trump. Mais c'est curieux tout de même que ça soit le seul champ où il n'a pas fait de dégâts. Enfin, c'est-à-dire, il s'en est pas mêlé, comme s'il avait peur de toucher à quelque chose. Et de mon point de vue, et encore une fois, c'est en ami de l'Amérique que je dis ça, un président américain doit avoir une vision à long terme. Et il est confronté à des crises sans arrêt, tous les présidents américains. Le petit George Bush Jr., là, quand il a appris que les Twin Towers étaient tombés, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Je veux dire, sa réaction après, elle est discutable à l'infini, envahir l'Afghanistan, l'Irak, bon, tout ça, franchement, il y a plus que matière à critique, mais quel homme peut absorber le choc et prendre des décisions? Trump, vous croyez? Vous croyez que Trump, confronté à ce genre de choses, alors qu'en plus il vit
dans un désert de conseillers, ils s'en vont tous en courant, en s'arrachant les tifs, parce que le type n'a pas aucune attention, aucune concentration, aucune connaissance. Et c'est tout ça qui fait que, c'est pas grave, ça va passer, qui fait que j'écris des livres pour dire tout le bien que je pense de Trump. Alors justement, votre livre s'appelle La Facture. Donc, est-ce que c'est la facture économique, la facture sociale, écologique que vous évoquez dans votre ouvrage? Dans tous les domaines, c'est-à-dire on va tous payer un peu la facture. L'exemple le plus frappant, c'est l'écologie. Tout le monde, ça prend des années à signer ce traité de Paris. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas expert, mais je crois un petit peu qu'il faudrait mettre la pédale douce sur le réchauffement climatique, comme tout le monde. Vous avez des enfants, enfin, je sais pas, ça me semble de bon sens. Le premier truc qu'il fait, c'est d'arracher la page, quoi. Mais qui il est, enfin, il n'a jamais réfléchi à un truc qui concerne l'humanité entière. Enfin, tout le monde a une responsabilité, vous, moi, lui, mais lui, il en a une énorme responsabilité. Donc, je ne pense pas que ça soit un pied. Alors, ça permet aux Chinois de dire, écoutez, je vais vous en envoyer encore un peu, puis aux Indiens aussi, oh là là, du carbone, vous allez en bouffer du carbone. Donc, alors que l'Amérique est un pays écologique dans les têtes. Il suffit d'aller traîner en Californie, en Arizona. L'air le plus pur du monde, c'était en Arizona avant. Je veux dire, tous les vieux allaient mourir là-bas, ou faire de la peinture là-bas, parce que la lumière est belle. Mais c'est quand même assez curieux. Sur le plan de l'économie, le champion du monde des faillites, d'ailleurs vous avez vu sa feuille d'impôt, il ne paye pas d'impôt, il doit 400 ou 500 millions de dollars de dettes, enfin, en plus il a hérité de la fortune de papa qui était colossale, qu'il a détourné un peu d'ailleurs à son profit, mais j'en dis vraiment beaucoup de mal, il faudrait que j'arrête ça, parce que allez, on va passer... tout ce qui est excessif est insignifiant, mais donc en matière d'économie, je n'ai pas vu que l'Amérique, contrairement à ce qu'il dit, aille mieux, la dette fédérale est colossale, et évidemment, pour cause de Covid, il n'est pas responsable du Covid, mais voilà, en termes sanitaires, ce type est un terrible exemple pour le monde entier. Enfin, il a nié la dangerosité. Il admet pas ce mépris de la science ou de la connaissance ou de la culture est quand même exceptionnel, quoi. Enfin, pour moi, c'est exceptionnel. En termes de sécurité, pensez-vous que la planète soit plus en sécurité depuis 4 ans quand vous regardez le Proche-Orient, l'Iran, la Chine, il ne faut pas trop marcher sur la queue du chat qui dort, parce que les Chinois étaient perfides et malicieux, mais ils avaient une diplomatie qui était très efficace d'ailleurs, mais très pondérée dans les propos, leurs diplomates sont très polissés. Puis là, tout à coup, ils se sont fâchés, quoi, ils voient rouge, si j'ose dire. Et donc, on ne sait jamais, la guerre de 14, elle a commencé sur un tout petit malentendu, hein, en fait. C'est pas l'Alsace-Lorraine qui a fait que tout à coup on s'est jetés les uns sur les autres pour s'entretuer. C'était un petit accident de parcours. Qui vous dit qu'un jour il n'y aura pas un accident de parcours autour de Hong Kong ou de Taïwan? Et d'ailleurs, du coup, c'est très contre-productif parce que les Chinois, là, se rapprochent de Taïwan. Ils savent qu'il n'y a plus de leader démocratique. Donc on peut y aller, hein. Tout le monde fait ça. Les Azerbaïdjanais tombent sur les Arméniens, les Russes commencent à loucher aussi un peu sur les pays baltes. Enfin, tout est... Voilà, il y a plus de... On n'aimait pas le gendarme, mais moi, je ne détestais pas le gendarme américain. Je veux dire, après, il y a des tas de nuances à apporter, mais en tout cas, c'était pas cette espèce de chacun pour soi et Dieu pour tous, c'est-à-dire pour personne, qu'on voit se profiler, quoi. Et c'est très, très inquiétant. Sur le plan de, je sais pas, la sécurité, l'OTAN, vous y croyez encore à l'OTAN S'il y a... faudrait envoyer les dollars, là, parce que... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a aucune espèce de vision. Et la façon dont il traite l'Allemagne est inconséquente. Enfin, ses plus fidèles alliés. La façon dont il traite notre petit président, quand il lui retire ses pellicules sur son veston, là, je pense toujours à De Gaulle, qu'est-ce qu'il dirait si Trump lui faisait ça? Je pense qu'il lui mettrait une gifle. Mais ça, c'est anecdotique, c'est pas le fond du sujet. Mais l'OTAN, regardez la Turquie, elle fait ce qu'elle veut. Les Américains ne sont pas là pour dire hey,
ils achètent du matériel de surveillance électronique soviétique. Ils sont dans l'OTAN. C'est-à-dire que c'est fou, quoi, c'est criminel. Et pareil, j'ai rien contre les Turcs, je veux dire, c'est aussi un grand peuple et une grande nation. Mais quand vous n'avez plus de chef crédible à un bout, ben vous pouvez être sûr que les catastrophes traînent. Je ne veux pas dire qu'elles vont arriver, mais je dis qu'elles traînent, et je pense surtout qu'on ne va pas régler le problème, même au lendemain des élections. Même si ce n'est pas Trump et que c'est Biden, je pense que remettre en ordre ce foutoir, pardonnez-moi l'expression, ça va être un job à plein temps et pas seulement pour 4 ans. Alors justement, par rapport à la campagne présidentielle, on assiste plutôt à un véritable show à l'américaine. Les noms d'oiseaux fusent lors des débats. On ne parle pas des programmes en France, peut-être parce qu'on n'est pas américain et donc les médias ne veulent pas évoquer les programmes. Mais vous qui connaissez l'Amérique, vous qui avez des amis démocrates, est-ce que les démocrates ont un programme et quelles sont les grandes lignes des démocrates ? C'est la question à $1000 parce que justement la personnalité de Trump a dissipé tout ça, l'enjeu politique d'une élection. D'ailleurs, je mets quiconque au défi de me parler du programme de Trump, et c'était déjà le cas il y a 4 ans. C'était les riches sont un peu plus riches, et puis je suis à l'abri des poursuites judiciaires qui m'attendent. En gros, c'était ça, l'America First, c'est ce que disait Charles Lindbergh, un petit nazi en 1940. Je veux dire, c'est un vieux slogan. Et ça correspond assez aussi, on peut le comprendre, à l'envie d'un peuple, c'est-à-dire occupez-vous de nous d'abord. Je veux dire, ça tout le monde le fait, tout le monde peut comprendre, mais j'ai pas vu le programme de Trump, à part faire la guerre à tout le monde en mots, mais ça fait déjà des dégâts. Et puis j'ai pas vu non plus que l'économie américaine se portait beaucoup mieux, honnêtement. L'économie était florissante quand il est arrivé. Et il y a des cycles dans l'économie. Bon, et je ne sais pas comment la dette fédérale se réglera. D'ailleurs, elle se réglera aussi sur le dos du reste du monde, parce que le dollar, c'est quand même le roi c'est un dieu, quoi. Et puis, du côté de Biden, il a dû avaler pas mal de couleuvres, parce que c'est un homme très modéré, centriste. Et donc, il a eu affaire à Bernie Sanders, ça monte le curseur à gauche beaucoup plus. Mais ça a de bon côté en termes d'éducation, en termes de santé. Mais Joe Biden, c'est pas un révolutionnaire non plus. Et donc, comme de toute façon le débat a été éteint d'emblée, enfin avec une campagne pour cause de virus qui n'a pas eu lieu, ça a radicalisé un peu le programme et le discours de Joe Biden. En fait, ce qu'il y a de plus intéressant dans Joe Biden, c'est sa vice-présidente. Enfin, sa candidate vice-présidente, parce que ça, c'est un vrai geste envers les femmes, c'est un vrai geste envers les minorités, c'est un vrai geste envers la jeunesse de ce pays, parce qu'il y a une jeunesse, il n'y a pas que 2 vieux kakoshim qui sont en train de s'insulter sur une estrade. Donc, au fond, c'est ça. Puis l'élection, c'est un référendum, hein, c'est pas... C'est ce qui me manque, parce que je suivais avec passion j'en ai fait quelques-unes des campagnes, j'ai fait... Reagan, j'ai fait Bush père, j'ai fait Bush Junior, Obama. C'est fascinant, quoi, le niveau du débat, même si Bush Junior, c'était pas un intello particulièrement chevronné, mais il y avait 2 idées de l'Amérique qu'on pouvait confronter avec des arguments, pas avec des insultes ou des mensonges. Donc là, je suis frustré, mais je ne dois pas être tout seul à être frustré. Et puis surtout, c'est l'issue de la chose qui est inquiétante, c'est-à-dire que se passera-t-il si l'élection est contestée? Si c'est Biden, il a fait savoir qu'évidemment, il accepterait le sort des urnes. Trump, il a dit quasiment le contraire. Alors s'il y a une énorme différence dans le vote populaire, il faudra bien qu'il baisse pavillon et puis Biden deviendra président. Mais si c'est serré, ça va être impossible. Et même si c'est pas serré et que Biden gagne, il y aura des réactions des petits suprémacistes blancs, des fascistes, sauf qu'ils sont armés, sauf qu'ils sont encouragés, sauf que l'ambiance est tellement délétère que tout peut arriver. C'est un pays violent. Et donc, il faudra voir si tout ça résiste. Enfin oui, l'Amérique
quand même, va résister à tous ces mauvais vents, ces vents contraires, mais c'est pas rassurant, puis c'est triste. Je veux dire, c'est triste, le niveau de... Je sais pas, c'est un côté Néron, vous savez, qui fout le feu à Rome, qui veut une écurie, un palais pour son cheval. Je veux dire, il y a un problème, qu'on ne fasse pas de bruit autour de l'écurie pour ne pas réveiller son cheval. Il y a un dérèglement, un dérangement. Bon, dis donc, je vais vous gâcher la journée, là. J'arrête. Alors, le titre, c'est la facture. En rajoutant une lettre, le R, on pourrait parler de la fracture. La société américaine est très divisée. Aujourd'hui, vous avez même parlé tout à l'heure de guerre civile sous-jacente. C'est quand même très fort. Oui. Et donc, pouvez-vous préciser votre idée? Mais je pense qu'il y a une guerre civile. Vous savez, il y avait 30 millions d'habitants en 1860. Et il y a eu 600 000 morts. Vous vous rendez compte de l'hécatombe? La guerre du Vietnam, elle a fait 55 000 morts. En 8 ans. Vous vous rendez compte? Et puis il y a 330 millions d'Américains. Enfin, à l'époque, il y en avait 300 millions. C'est-à-dire, c'est un traumatisme que aucun pays, sauf peut-être la France de la Révolution, aucun pays n'a connu ce degré de violence interne. Même pendant on a connu une guerre civile dans les années 40 sous l'occupation. Il y avait une milice, il y avait Pétain, il y avait Laval. Ça n'a pas fait, merci mon Dieu, autant de morts, quoi. Autant de dégâts. Le Sud a été ravagé, incendié, Atlanta, vous avez tous vu. Autant n'importe vent, enfin, qui est interdit. Enfin, bon, bref, c'est une autre histoire. Et donc, c'est larvé. Et moi, quand j'étais correspondant à Washington, j'avais une maison de campagne en Virginie, à côté de Middleburg, où la guerre civile a fait des ravages. Enfin, il y a eu des milliers de morts, là. Manassas, une grande bataille. Et les gens parlent encore de la guerre civile. Je veux dire, ils ont toujours un flingue dans leur truck. Là. Ils mettent le drapeau confédéré à l'arrière de... C'est pas réglé. Moi, dans mon bled, on allait à la quincaillerie, là. Les Noirs rasaient les murs, les armes sont en vente libre, etc. Il y a un esprit confédéré, rebelle, puis c'est tout le Sud, hein, c'est comme ça. Le général Lee, c'est une idole, avec raison d'ailleurs sur le plan militaire. Mais c'est pas parti, enfin, le Ku Klux Klan, ça a duré jusqu'aux années 60. Hein. Le grand-père de Trump faisait partie du Ku Klux Klan à New York. C'est pas sa faute. On ne va pas accuser nos grands-pères de leurs mauvaises actions, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un pays qui est quand même traumatisé par ça et qui en même temps flirte sans arrêt avec ça. Sans arrêt. Et je ne me dis pas qu'il va y avoir une guerre civile demain, les sudistes contre les nordistes aux États-Unis, c'est pas du tout... Mais dans les têtes, il y a déjà ça. Il y avait ça, et Trump, il a soulevé le couvercle de la marmite, et il les encourage, c'est ça qui est odieux. Et au nom d'une crise identitaire qui n'est pas là, et de toute façon, l'idée, c'est vrai, ce matin, un historien nous rappelait ça bruyamment, que l'idée, c'était la nation idéale, et qu'il fallait américaniser les immigrants, ce qu'on n'arrive pas à faire en France tout à fait, et que c'était au fond pour un rêve commun, quoi. Enfin, c'était pour un projet commun. Et donc, moi, je pense, oui, qu'il y a une petite guerre civile dans les têtes, dans le moral des gens, dans leur acceptation de l'inacceptable. Ça commence comme ça, les guerres civiles. La guerre d'Espagne, c'est les curés contre les non-curés. Enfin, je veux dire, c'est dangereux, tous ces préceptes à manier, surtout quand on n'est pas un intello première classe et un homme cultivé. Donc, ça me fait peur. Et donc, après ce rapide tour d'horizon, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis ne font plus rêver? Ah non. Non. Ah, moi, ça continue de me faire rêver. J'adore. J'ai toujours rêvé d'être enterré là-bas. Malgré tout. Oui, non, mais je suis sûr que le rêve américain, c'est pas parce que quelqu'un salit un rêve qu'on va pas expurger tout ça. Ça prendra du temps. Enfin, j'espère le moins de temps possible. Mais c'est un pays fabuleux. Enfin, c'est un pays. J'ai jamais été aussi heureux que aux États-Unis. Jamais. Enfin, je parle pas de ma vie privée. Je parle de la façon de vivre, d'écouter, d'être seul, les espaces, la géographie, les gens sont formidables.
une générosité que j'ai jamais vue ailleurs. Moi, je suis d'origine normande, ils sont pas comme ça, les Normands, vous savez. On peut s'entraider, mais ça prend 50 ans avant de les connaître. Moi, j'ai des amis partout aux États-Unis, d'arriver dans des petits bleds, pas possible, quand j'étais reporter, puis tout de suite qu'on me file un coup de main, qu'on m'oriente, qu'on m'aide, qu'on m'invite à déjeuner. C'est vrai que vous déménagez là-bas, vous arrivez dans votre maison, tous les voisins viennent. C'est un cliché, c'est une image d'Épinal, mais c'est une belle image. Les gens sont plutôt généreux, ils ont le sens de la communauté, un peu trop d'ailleurs, parce que maintenant ils se rétrécissent dans leur communauté. Il y a ceux qui ont des flingues et puis ceux qui n'en veulent pas. Enfin, tout ça, il y a des bons et des mauvais côtés. Mais le rêve américain, il n'est pas mort. Si vous êtes un jeune étudiant français brillant, où est-ce que vous allez aller gagner 2 millions de dollars par an en travaillant à l'INSERM ou en bosser dans un labo en Californie? Je veux dire, c'est le rêve. Alors, c'est pas le plus beau rêve américain, cette formule-là, mais la musique, le cinéma, c'est encore le rêve américain. Se balader dans New York, c'est extraordinaire. L'histoire américaine est extraordinaire. La géographie, je veux dire, se balader, enfin, vivre aux États-Unis, c'est un pays où on peut être seul, ce qui est formidable, et puis entouré. On retrouve, moi, je commence à fuir Paris, j'ai passé trop de temps. Je ressens jamais ce côté rencontre exceptionnelle qu'on fait avec des gens qu'on connaît pas. Il y a une espèce, on dit bonjour, par exemple. L'ascenseur, on dit bonjour. Vous allez acheter 3 kilos de sucre au supermarché. La fille vous dit « Ah, darling, comment ça va aujourd'hui ?» Je l'ai vu, on ne la reverra jamais. Il y a une espèce de façon de vivre qui me convient, moi. Il y a des gens que ça décourage absolument et qui regardent les Américains comme des ploucs. C'est leur affaire. Moi, mes meilleurs amis, les plus cultivés, ils sont américains. J'animais des débats avec des auteurs américains l'an dernier au Festival de Saint-Malo, que je vous recommande si vous aimez l'ambiance qu'il y a dans ce genre de festival comme à Blois, parce que vraiment c'est top. Et puis il y a des invités formidables. Et il y avait des écrivains américains, donc on m'en a confié une dizaine, et il y a des républicains et des démocrates. Puis il se trouve que notre ami qui a les cheveux orange a été sur les plages du débarquement. Donc évidemment, la proximité, ça se foutait un peu tout le monde mal à l'aise. Mais on rencontre des gens exceptionnels. Il y avait Thomas McGuane. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de Thomas McGuane? C'est un écrivain, mais fabuleux, de la catégorie de Jim Harrison, de Faulkner. Ce sont des gens... Et on parle de tout, et ils ont une culture, contrairement à l'image qu'on renvoie toujours l'Américain. Bon, ouais, quoi, il a une grande gueule, il bouffe du chewing-gum, et puis il aime les fusils. C'est pas vrai. Il y a des gens... Enfin, il y a des millions de gens absolument formidables, et ils entrent en contact. Ce que je n'ai jamais retrouvé en France, je suis rentré il y a une trentaine d'années, depuis ça me manque. Ça me manque de rencontrer quelqu'un, de discuter comme ça, d'aller dans un bar et on ne parle pas que du tiercé, quoi. On parle de choses parfois... Alors peut-être que c'est mon image d'Épinal, parce que je suis né, je racontais ça, je suis né à Évreux. Je ne vous conseille pas d'aller passer vos vacances à Évreux, c'est tristouné, mais il y avait une immense base américaine qui comptabilisait 6000 soldats, plus leurs familles. Alors, moi j'étais tout petit, j'habitais à côté, donc on se chamaillait avec les petits morpions américains, les parents nous filaient des gâteaux, ils étaient d'une gentillesse. Donc j'ai toujours connu ça, enfin leur curiosité vis-à-vis des étrangers. Et puis là, je me retrouve dans un pays, enfin je ne parle pas de la France, là, je parle de l'Amérique d'aujourd'hui, où l'étranger est quand même un peu pas en sécurité, il n'y a pas de tolérance, enfin il y a moins de tolérance. Je vous fais un portrait en noir, quelqu'un d'autre pourrait vous le faire en gris foncé ou en gris clair. Ou, voilà quoi, mais c'est parce que j'ai une déception personnelle vis-à-vis de ça, parce que j'ai toujours, moi le rêve américain, je n'ai eu de cesse que d'aller vivre aux États-Unis, de cesse quoi. J'ai rencontré Ray Charles, j'avais 7 ans, à Évreux. À Évreux. Vous imaginez Ray Charles? À Évreux surtout. Oui, oui. Non mais c'est dingue. Et il m'a filé un disque du festival de Newport, c'était en 58. Voilà, il sait, ça vous dit quelque chose. Comment voulez-vous
que j'aime pas les États-Unis. Hein. Et j'ai revu Ray Charles un jour, je lui ai servi d'interprète à Paris. Et j'ai une photo, alors j'y tiens comme à mes deux yeux, de Ray Charles et ma petite pomme à côté. Et donc, comment voulez-vous que j'aime pas l'Amérique? Bon, j'arrête. Oui. Eh bien, merci, oui. Jean Lucas, pour votre témoignage. Ce que je vous propose, c'est un échange avec nos invités. Donc, qui souhaite prendre la parole? Antoine. Oui, tomber le masque, oui. D'abord, merci, je trouve que vous avez fait un exposé remarquable. Oh. Moi qui ai habité 50 ans aux États-Unis, je trouve que vraiment vous l'avez très très bien représenté, et très bien représenté le conflit qui est actuellement et qui risque de se présenter dans les années à venir, peut-être dans les mois à venir. Et je pense qu'il faut se souvenir que Tocqueville avait dit « Analysez bien les États-Unis, car tout ce qui se passe là-bas se passera un jour chez nous ». Donc effectivement, oui. je crois qu'il faut le regarder. Je vais ajouter à votre moulin deux informations. La première, c'est que j'ai bien connu Trump personnellement, je l'ai connu même assez bien, et lui et sa famille, et que c'est une personne aussi vulgaire et grossière qu'on puisse l'imaginer, et même encore plus, qui n'est pas intelligente du tout, mais qui est très maligne, et très intuitive, et qui n'aime se battre que contre les gens qui sont plus petits que lui, et qu'il peut écraser. Et donc Poutine n'est pas quelqu'un qu'il peut écraser, en plus il n'a pas toutes les cartes autour de la table vis-à-vis de Poutine, donc il ne va pas l'attaquer. Les Chinois non plus. En réalité, il fait des grands efforts de manche, mais il ne va pas les attaquer, et quand il a dit on va lever des taxes contre les importations chinoises, il n'a rien fait, ou très peu. Parce qu'en fait, il n'a pas toutes les cartes, et donc ce n'est pas un jeu qu'il veut jouer. Alors avec le nord-coréen, avec ces gens-là, il peut les écraser, les impressionner comme il veut, et donc c'est vraiment son jeu. Et je pense que malheureusement c'est comme ça. Alors je vous rejoins tout à fait en ce qui concerne le danger de la guerre civile aux États-Unis. Moi en fait, je la vois venir depuis 20 ans, aux États-Unis et en Europe. Et je pense qu'effectivement, on n'est pas du tout à l'abri d'une guerre civile aux États-Unis et en Europe. Je vous rappelle que rapporté à la population américaine, la guerre civile espagnole a fait plus de 2 millions de morts. Et je ne parle pas de la maladie en Espagne, qui a tué 1 demi-million de personnes pendant la guerre d'Espagne. Je parle des morts par fusil, par fusillade, par des morts vraiment de la guerre. Donc, si vous voulez, même dans nos pays, on est capable de guerre civile. Et j'aimerais vous entendre un petit peu plus sur ce sujet, parce que je pense que là, vous n'avez pas osé aller aussi loin que votre pensée. Et donc, j'aimerais vraiment avoir votre pensée à ce sujet. Moi, je pense que les Gilets jaunes sont un début de guerre civile. Enfin, voilà, je pense que partout, en Angleterre, en Allemagne, on a vu une guerre civile il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, j'aimerais vous entendre un petit peu plus là-dessus. Mais vous m'épatez, parce que quelqu'un qui a connu Trump et qui peut en parler, j'aurais dû vous rencontrer plus tôt. Oui, je ne veux pas trop noircir le tableau, puis il m'arrive encore une fois de me tromper. Et donc, sur ce chapitre-là, j'aimerais bien me tromper. Donc, je me censure pas mal. Et puis, je pense aussi qu'il y a de tels contre-pouvoirs. Je suis un admirateur de la Constitution américaine. Et quand on me parle de la charcuter pour modifier le code électoral, tout ça, je dis non, ça a des défauts, mais regardez, c'est un texte magnifique d'intelligence. Et c'est un vrai contre-pouvoir, et on le voit face à Trump, hein, par exemple. Trump ne fait pas ce qu'il veut dans tous les domaines. Il salit les choses, mais il ne détruit pas, sauf que là, maintenant, la Cour suprême, ça va être vraiment un clou dans le cercueil de la démocratie. Mais, encore une fois, c'est le choix des Américains. Mais je pense que ces contre-pouvoirs sont très efficaces pour un homme, justement, qui n'est pas si viril que ça. Et j'observe les réactions de l'armée américaine. C'est un instrument, l'armée américaine, mais c'est une sacrée institution et qui a prêté serment à la Constitution américaine. Il suffisait d'écouter le général Mattis, lire ce qu'il a écrit après les émeutes d'Indianapolis, mais il a descendu le président des États-Unis en flammes, quoi. Il a même comparé son attitude mentale à ce que disaient les nazis, diviser pour régner. Quand même, chef d'état-major des armées, hyper respecté dans tous les milieux, le général Mattis. C'est pas un gauchiste, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, donc ces gens, il est sous surveillance quand même, Trump,
de la part d'une institution avec laquelle on ne peut pas trop plaisanter. Donc moi je crois, alors je ne suis pas pour les coups d'État militaires, mais je ne crois pas à un coup d'État aux États-Unis. Je veux dire, c'est pas ça du tout. Le coup d'État, c'est Trump qui le fait depuis 4 ans. C'est un coup d'État larvé. Enfin, mais donc il y a des contre-pouvoirs, et puis il y a quand même 50% des Américains qui ne supportent plus cette espèce de travestissement d'une démocratie. Et je pense que le débat va ressurgir quand même, qu'il y a un moment où on va savoir raison garder. Enfin, je l'espère, c'est wishful thinking, mais je crois à ça. Je pense que le peuple américain est un peuple décent. Et que la décence, même si Trump ne connaît pas la définition de ce terme, je crois que tout de même, c'est quelque chose qui est majoritaire aux États-Unis, sauf que, pour vous donner raison un peu hélas, les suprémacistes blancs sont des nazillons, que la religion pervertie, ça devient un problème aussi de... On parle de populisme, mais c'est du préfascisme, etc., etc. Mais comme je prie le bon Dieu pour qu'il ne pleuve pas tout à l'heure sur la route et pour que l'Amérique se redresse mentalement, moralement, j'évite d'entrer dans ce circuit. J'ai commencé à penser à ça quand il y a eu cette procédure d'impeachment, où je me suis dit, mais ils sont fous les démocrates. Alors après, j'ai compris pourquoi Nancy Pelosi faisait ça, c'était pour qu'il n'y ait pas une jurisprudence, pour pas qu'on puisse dire, ah oui, mais l'autre président d'avant, il avait menti, puis il ne s'est rien passé, le Congrès a dit, ça lui, il n'y a rien à voir. Donc j'ai compris qu'ils étaient obligés de le faire. Mais imaginez que cette procédure soit allée plus loin et que le Sénat, par je ne sais quel miracle, ait dit, ok, Trump, il fait ses valises et tout. Là, vous auriez eu une guerre civile. Les partisans de Trump, on parle de dizaines de millions de gens, ne l'auraient pas accepté. Et c'est la première fois où je pensais qu'il y avait un risque. Et puis heureusement, chacun était assez sage. On a juste voulu marquer la date pour dire non, on ne ment pas au Congrès, non, on ne ment pas. C'était donc un geste, oui, de jurisprudence. Mais c'est la première fois où je me suis dit, faudrait pas que ça tourne au vinaigre parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a 350 millions d'armes à feu aux États-Unis. Il y a près de 20 000 morts par an par arme à feu. En Suisse, il y en a 28 par an. Alors même si vous comparez les deux populations, il y a quand même un malaise. Et puis il y a ce malaise infernal de la relation interraciale qui rejoint la crise identitaire de ce qu'on appelle à tort les petits blancs, parce que les petits blancs, ils sont blancs, c'est pas un crime. Je veux dire, c'est compliqué. Trump, c'est un adjuvant dans un bain toxique. Et donc, c'est un poison, quoi. Et le poison, regardez ce que fait notre petit virus. C'était pas une grippette, les poisons violents, et qui laissent des traces dans l'organisme et dans le corps d'un pays. Je pense pas qu'on va se débarrasser de Trump comme ça, pour vous dire la vérité. Je parle même pas de la procédure électorale et des contestations, mais dans l'esprit des gens. Je veux dire, il a fait des petits... Il en fait chez nous. Il en fait en Pologne, il en fait en Angleterre, il en fait partout. Au Brésil, vous pensez que le président brésilien aurait été élu si Trump n'avait pas été élu? Non, impensable. Si. Et puis vous verrez en France, peut-être qu'à un moment, il y a un clown qui viendra vous dire que... Il y en a un qui a essayé d'ailleurs, Jean-Marie Bigard, cet esprit élevé. Enfin bref, j'ai 4 millions de followers, c'était la tactique de Trump. C'était un homme qui était connu à la télé. Il était haï dans le business à New York pour les méthodes, les siennes et celles de son père et de son grand-père. Mais il était connu, quoi. C'était la télé-réalité. Quand vous êtes connu, vous avez 80 millions de followers sur votre compte Twitter, je ne sais pas quoi, là. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Mais il a été élu, alors que les pères fondateurs avaient inventé une constitution qui interdisait justement, avec tous les trucs qu'ils avaient mis dedans, qu'un cinglé ou un incompétent ou un tyran ou un feignant arrive au pouvoir. Ils n'ont pas toujours réussi, mais il n'y a jamais eu de président qui a fait un coup d'État permanent. Jamais. La Constitution est très bien faite. Lisez-la, c'est pas ennuyeux. Alors, est-ce qu'il y a une autre question?
Ils ont faim, nos amis. Ils ont faim. Ils ont bien raison. Bon, Moi aussi. Écoutez, on va arrêter là. Un grand merci, Jean-Luc. Juste pour votre information, vous avez aussi une interview dans l'épicentre du mois d'octobre. Et dans la dernière édition qui date donc d'hier de la Renaissance du Loir-et-Cher, vous avez une interview qui fait une page entière qui complète ils en ont assez là. Oui, ce qui a été dit à l'instant. Et puis après, vous avez le livre. Au niveau organisationnel, ce que je vous propose, c'est qu'on va lancer l'apéritif. Et pour les personnes qui souhaitent échanger au travers d'une dédicace avec Jean-Luc, on va le faire maintenant. D'accord ? Et je vous souhaite un bon déjeuner. Merci.